Chers amis, pour apporter toujours plus de magie en cette période de fête, je vous propose de découvrir dans son intégralité un excellent épisode du podcast Chercheurs de valeur. Voyez ça comme un petit cadeau de Noël. Je vous laisse avec l'épisode, savourez bien. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le podcast Chercheurs de valeur. On se devait d'en parler, mais la bonne nouvelle c'est qu'en plus c'est intéressant. On va parler du regretté Charlie Munger, mais on va surtout parler de ses modèles mentaux, parce que c'est un domaine qui est très intéressant. Mais d'abord, comment ça va Xavier ? Salut Victor, ça va bien. Ouais, ça va être intéressant de parler de Charlie Munger, parce que surtout de prendre un angle un peu plus spécifique qui sont les modèles mentaux, parce qu'il y aurait pas mal à dire sur le personnage et on peut en parler. Et en relisant quelques trucs sur lui, tu vois, je me dis c'est fou qu'il ait atteint cette notoriété-là, alors que finalement il a un rôle un peu honorifique chez Berkshire Hathaway. Il n'a jamais écrit de bouquin, il n'investit plus ou très très peu depuis très très longtemps. Donc, alors qu'il a un poids quand même important dans la communauté financière. Bien sûr, si on en parle autour de nous, tu n'as personne qui connaît. Là où Warren Buffett, ça peut de temps en temps, dire quelque chose à des non-investisseurs. Charlie Munger, il est totalement inconnu. Mais dans le monde de l'investissement, c'est un énorme gourou. Donc, oui, c'est intéressant de passer un peu de temps sur ces modèles mentaux. Et de ton côté, ça va ? Mais oui, ça va bien. Je dois d'abord faire bien sûr un disclaimer dans cet épisode. Je peux pas commencer à faire un épisode en disant Charlie Munger m'a tout appris. Qu'est-ce que j'ai appris en écoutant Charlie Munger. Donc moi j'ai commencé à investir il y a 3 ans et demi. Donc déjà j'ai pratiquement rien appris depuis que j'ai commencé à investir et je peux pas dire que j'ai été très influencé par Charlie Munger. Par contre, j'ai trouvé ça très intéressant de me plonger dans son parcours en préparant cet épisode. Et en fait, ce que j'ai trouvé rigolo, et je pense que c'est un thème qui t'intéresse aussi, c'est que sa pensée, ça illustre complètement le passage d'une approche classique de l'économie à une approche comportementale de l'économie. Tu sais, c'est un sujet qui, je crois, te parle. Non, mais t'as raison. Il y a une... Ouais, dis-moi. Et je pense, moi aussi, j'ai relu un petit peu, tu vois, son parcours, etc. Et je pense qu'en fait, c'est vraiment un pionnier de la finance comportementale, de la psychologie des marchés, un pionnier inconnu parce qu'il n'a rien écrit. Tu vois, donc même s'il en parlait, je pense à des époques où il n'y avait encore aucun bouquin, où il n'y avait pas encore les prix Nobel qu'on a connus depuis, finalement, qui sont prix Nobel, qui sont des psychologues qui ont des prix Nobel en économie, juste parce qu'ils ont fait des expériences sur des individus, mais lui avait depuis bien longtemps compris tous les biais cognitifs, tous ces trucs-là. Et je pense qu'il y a pas mal de modèles mentaux qui sont en fait des biais cognitifs. Et oui, d'un certain côté, je pense que c'est un pionnier méconnu. Et ça ne m'étonne pas du tout que tu dises que finalement, tu n'as pas appris tant que ça de lui, parce que je pense que du côté français, il n'est pas très suivi, pas très écouté. Puis ça fait quand même un moment qu'il il est décédé à 99 ans. Donc voilà, sa période de gloire, elle est derrière. Mais ceux qui le connaissent, en tout cas, ils le connaissent. Et c'est ça qui est marrant pour son côté punchliner. Même à 98 ans, c'était encore le roi des punchlines. Et donc je commence par faire une recommandation. Il a donné une conférence à Harvard en 95 qui s'appelle The Psychology of Human Misjudgment. Et dans cette conférence, il déroule 24 biais comportementaux, et il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit en écoutant ça. Donc c'est-à-dire qu'il était très au fait des travaux de l'époque, donc Tversky et Kahneman qui après ont fait l'ouvrage qui s'appelle Thinking Fast, Thinking Slow. Et donc il raconte tous ces biais qu'on a eus, et ça illustre le fait que aujourd'hui on ne peut pas penser l'économie sans commencer par poser une hypothèse d'irrationalité de l'humain au lieu de commencer par poser une hypothèse de rationalité de l'humain. Mais il y a un truc qui m'est venu en voyant ça, c'est que quand même, je pense que la psychologie comportementale débouche sur des comportements d'investissement qui, bizarrement, peuvent être plus risqués que l'approche classique. Parce qu'en fait, c'est quoi l'approche classique ? L'approche classique, c'est tu te dis, les gens poursuivent leur intérêt, donc au bout d'un moment, ça va déboucher sur en gros, une corrélation entre la réalité et la valeur réelle des entreprises.
les agents sont en train de poursuivre leurs intérêts, donc on n'a aucun intérêt à surpayer un truc, on n'a aucun intérêt à mettre notre argent, etc. Et donc sur le long terme, ça veut dire qu'il va y avoir une rationalité dans les prix en bourse. Alors que si tu es plutôt focalisé sur le côté irrationnel des humains et des investisseurs, tu vas être plutôt en train de chercher des petits décalages en te disant les humains sont irrationnels, ils ont mal pricé ça, etc. Donc pour moi la synthèse c'est de se dire à court terme il faut faire une hypothèse d'irrationalité, mais à long terme c'est quand même beaucoup plus malin de se dire il va y avoir une convergence entre la valeur réelle des actions et les sous-jacents. C'est exactement mon point de vue. Moi, quand on me demande ce qui drive les marchés, ce qui fait bouger les marchés, j'ai vraiment ça. C'est à court terme, c'est la psychologie, et à long terme, ce sont les résultats des entreprises. Il y a d'autres choses qui rentrent. On peut me dire, ouais, mais à court terme, c'est les banques centrales. Oui, mais ça, c'est la psychologie, en fait. Les banquiers ont leur biais. Ils essayent de dire des trucs qui doivent être interprétés d'une certaine manière par le marché, etc. C'est le jeu du chat et de la souris. Mais voilà, court terme, psychologie, long terme, résultat des entreprises. Et puis sur l'aspect, est-ce que l'ancien mode de pensée, l'être humain est rationnel et il prend des décisions qui sont économiquement rationnelles? On sait que ce n'est pas vrai. Il suffit de regarder les marchés financiers pour s'en apercevoir. Une valeur qui fait -5, +5, -5, et puis après qui prend 15%, etc. en bourse, si les marchés étaient rationnels, ça voudrait dire que la valeur de cette société, elle a réellement bougé de -5, +5, etc. pendant quelques jours. On sait que c'est faux. Donc, ça veut bien dire que les êtres humains sont irrationnels, qui surinterprètent certaines nouvelles, qui sous-interprètent d'autres. Et il ne serait pas aussi bon en stock picking, Charlie Munger, Warren Buffett, etc. Même il n'en ferait pas s'il pensait que les marchés étaient rationnels. Donc, je comprends que lui mette un gros focus sur les rationalités, parce que c'est ça qui lui a permis de devenir milliardaire. Sinon, il ne serait jamais devenu milliardaire si les marchés étaient rationnels. Mm-hmm. Ouais, mais donc c'est intéressant, mais en écoutant cette conférence, c'était drôle parce que ça m'a replongé dans des choses que je voyais. C'était donc la critique de Skinner, la psychologie comportementale de base où on essaie de se représenter l'ensemble du monde comme stimuli, réaction et renforcement. Voilà, c'est comme ça qu'on change le comportement. Donc il était très au fait de tout ça. C'était vraiment quelqu'un qui avait une pensée académique, d'universitaire. Donc son talk à Harvard, c'est quand même très intéressant. Et 95, quand il pense. Bon, lui a fait ce discours-là à Harvard en 95, mais il devait avoir ça en tête depuis longtemps. Je pense qu'il était content de voir des scientifiques réellement tester ses propres hypothèses. Et surtout, Charlie Munger, je pense que c'est un vrai intellectuel. À la fois, il est très intellectuel, très intelligent et malin. Je pense que c'est un mélange des deux. Et il passait son temps à lire. Il disait, je crois que pour mes petits-enfants, je ne sais plus exactement le terme exact, mais je suis des jambes avec des bras qui tiennent un livre. Quoi. Il passe ses journées à lire, comme Warren Buffett d'ailleurs. Et ce qui est drôle, c'est que quand on suit un peu Warren Buffett, on est obligé à un moment donné de s'intéresser à Charlie Munger, parce que Buffett il voue un culte en fait un peu à Charlie Munger. Et quand on lui dit est-ce qu'il faut être intelligent pour gagner en bourse, etc., à chaque fois il ramène oh là là, mais moi je suis pas spécialement intelligent. Si vous voulez quelqu'un d'intelligent, c'est Charlie. Charlie, lui, c'est le bon de la bande. Lui, c'est l'intellectuel. Lui, il a tout compris. Ouais. Moi, je suis juste un doueur discipliné, etc. Et je pense que donc parmi ce qui a fait le succès de Charlie Munger, il y a le fait qu'il co-gère entre guillemets Berkshire Hathaway, mais là pour moi c'était plutôt un titre honorifique. Il y a effectivement les punchlines. Mais surtout, il a été très bien marketé par Warren Buffett qui dit c'est le meilleur d'entre nous, il est plus intelligent que moi, Charlie et moi on est substituables à une époque où ils étaient plus jeunes et quand on lui parlait de son éventuel décès ou autre. Donc c'est drôle de voir que quelqu'un qui est déjà un gourou lui-même et le plus riche investisseur de la planète, Warren Buffett, qui te dit non mais moi j'ai mon mentor, enfin c'est presque ça, moi j'ai mon mentor, moi j'ai mon gourou et c'est Charlie quoi. Ouais, mais tout le monde connaît l'histoire, mais donc dans la rencontre entre Munger et Buffett, déjà ils se sont toujours connus parce que Charlie Munger travaillait dans l'épicerie du grand-père de Warren Buffett quand ils étaient tout jeunes. Mais ce serait Charlie Munger qui aurait converti Buffett à passer d'une approche de l'investissement value à une approche de l'investissement quality. C'est pas une légende, ça, c'est parce que Buffett l'a rappelé à plusieurs reprises. J'ai lu les mêmes choses que toi, si tu veux, donc je pense effectivement que c'est le cas. Et
tu vois, Warren Buffett, il était quand même dans son coin. Alors oui, son père était broker, enfin était dans l'investissement, etc. Mais je pense que ça a été Munger, ça a été un peu le bâton, tu vois, le copain d'à côté qui te convainc que ton approche est bonne. Tu vois, c'est la personne à qui tu... Et je pense que beaucoup de gens pouvaient prendre Warren Buffett pour un fou, parce que les deux sont des gros preneurs de risques. Aussi, ça, c'est drôle quand on lit Munger, tu as l'impression que c'est un gars hyper prudent. Tu sais, à chaque fois, il dit dites-moi l'endroit où je vais mourir et j'irai jamais. Je fais tout pour prendre aucun risque. Même dans le choix de ma femme, j'ai pris aucun risque. Enfin, tu vois, tu as ça. Et puis après, quand tu regardes ses résultats dans son parcours d'investisseur, quand il avait son partnership, donc quand les gens investissaient vraiment avec lui, tu regardes ses perfs. Et là, tu te dis, en fait, le gars, c'était un peu un fou furieux, quoi. Il a eu les chiffres qu'on trouve, c'est toujours de 62 à 75. Et il se tape pendant le choc pétrolier 73-74, 2 années à moins de 32% de suite. Donc t'imagines la panique à bord des investisseurs. Bon, il a fait 73% l'année d'après. Et il avait sur ces années une volatilité de 33%. Contre 17 pour le S&P 500. Je veux dire, une volatilité de 33%, c'est massif, c'est énorme. Je pense que tu te fais très très peur. Donc c'est drôle de voir, mais c'est vrai un peu pour Buffett aussi. Hein. Les gars, on voit les papis tout tranquilles aujourd'hui, etc. Et puis qui ont une vie toute tranquille, qui dépensent pas trop, machin. Et puis tu vois, qui ont pris des risques de fous furieux sur le marché. Donc c'est drôle de voir... la différence, enfin j'ai du mal à l'imaginer prendre ce type de risque, mais de toute façon ils sont pas où ils en sont sans avoir pris de risques, et notamment quand ils étaient plus jeunes, ils ont pris d'énormes risques, d'où le probable biais du survivant qui font qu'ils sont passés entre les gouttes, mais bon, ils auraient pu se cracher tous les deux, quoi. Ouais. Et dernier petit truc là pour parler de l'événement, la mort de Charlie Munger. Dans les groupes de crypto, sa mort a été célébrée. Parce que ça fait partie des personnalités influentes qui ont toujours daubé sur le Bitcoin, qui ont toujours détesté ça et qui ont toujours répété que c'était un poison, un Ponzi et qui n'avait absolument aucune valeur. Et moi, je l'apprécie aussi pour ça. Donc tu voulais qu'on fasse un épisode sur les modèles mentaux, et en fait c'est un vrai truc, hein, parce que lui il parlait de ses modèles mentaux, il les a détaillés, il les a présentés, donc c'est quelque chose qui était très important pour lui, et apparemment il prenait effectivement beaucoup de décisions à partir de ça. Et ce qu'on pensait faire avec Xavier, c'était donc présenter certains de ces modèles mentaux, expliquer pourquoi on les trouve intéressants, et peut-être donner quelques exemples de situations dans lesquelles on les utilise. Ouais, pour parler de ces modèles mentaux, tu vois, moi ça fait un moment que je suis oui et non, mais Munger quand même est régulièrement dans des interviews, etc. On lui parle de ces modèles mentaux, et j'ai eu longtemps du mal à comprendre, en fait, parce que déjà, lui n'a jamais fait de liste. Il dit, j'utilise une centaine de modèles mentaux. Quand on le titille, il en donne quelques-uns. J'ai un peu mieux compris quand j'ai acheté un peu le seul bouquin, enfin le seul vrai bouquin qui a été écrit entre guillemets sur lui, qui s'appelle pour Charlie's Almanac. L'almanach du pauvre Charlie. Mais même ce bouquin, en fait, c'est un fouillis de trucs, c'est un fouillis d'anecdotes, les discours, notamment le discours à Harvard, tu le retrouves dedans, etc. Donc, il parle des modèles mentaux, mais tu n'as jamais de liste, tu n'as jamais de... Voilà. Donc, la manière dont il l'explique, c'est que ces modèles mentaux, déjà, ils viennent de plein de disciplines, parce que lui a toujours dit, pour progresser en investissement, ne lisez pas que de l'investissement, il faut lire de tout. Et quand il recommandait des livres, il recommande des livres sur la biologie, sur la physique, sur la psychologie, etc. Donc lui, sa force, c'était de prendre des modèles qui venaient de la physique, par exemple. En physique, il y a ce qu'on appelle le tipping point, un point de bascule, en fait, où à un moment, il y a un système qui se met à partir d'un côté ou de l'autre. Je ne sais pas, une colonie qui commence soit à s'étendre énormément, soit au contraire qui va mourir parce qu'il y a un point de bascule à un moment. Bah, lui, ce point de bascule, il va l'appliquer à, par exemple, l'économie ou l'investissement. En biologie, il a étudié le darwinisme, et cette notion de darwinisme, il va l'appliquer aussi à l'économie et aux entreprises. Mais parfois, ça va être des choses qu'il a appris en économie et qu'il va appliquer ailleurs. Donc, il a souvent cette notion de système. Et un système, ça peut être ou d'écosystème, ça peut être une entreprise ou un pays, ça peut être une colonie de fourmis, ça peut être le système solaire. Et il voit des liens, en fait. Et il voit que ce qui se passe dans une colonie de fourmis
ou à un moment, je sais pas, elle va devenir trop grosse pour survivre, ou je sais pas quoi, bah lui, il va appliquer ça à l'entreprise, etc. Donc, c'est une espèce de boîte à outils pour prendre de meilleures décisions, pour mieux comprendre le monde, etc. Je pense qu'il y a une autre dimension, une autre dimension de ça qui est importante. Je sais pas s'il en avait conscience, mais quand tu es dans une situation où tu dois très régulièrement prendre des décisions qui embarquent l'argent des autres, en fait, le point, c'est pas tellement est-ce que la décision est bonne, c'est dans quelle mesure tu es capable de la justifier. Et donc le fait de se construire une carrière de quelqu'un qui a Mm. des modèles mentaux et qui prend ses décisions en fonction de petites routines, ça fait que les décisions sont beaucoup plus justifiables, donc acceptables. Donc c'est toujours des enjeux de est-ce qu'on est capable de mettre un petit peu d'ordre dans ce gigantesque chaos. Et ce qui est assez drôle aussi quand tu regardes ces modèles mentaux, c'est que souvent l'inverse est vrai. Enfin, tu pourrais défendre l'inverse. Et c'est un peu le problème de tout ce qui est lieu commun, de tout ce qui est modèles mentaux, ce genre de petites routines, c'est que enfin voilà, tu vois, tu prends des proverbes du type les chats font pas des chiens. Tu peux faire un proverbe inverse et te dire ouais tiens en fait ça se tient quand même, je sais pas, il y a rien de plus différent d'un père Mm. que son fils. Enfin tu C'est pourrais vrai. dire un truc et y trouver du sens. Donc faire attention à ça, et c'est pour ça que c'est toujours drôle de quand on les prend de se dire est-ce que je peux convoquer des situations dans lesquelles ça m'a été utile. Et c'est là qu'on est sur quelque chose qui devient intéressant. Et l'objectif, c'est de se construire sa Mm. propre boîte à outils. C'est pas tellement de se dire c'est mon mentor, je vais faire, etc. L'objectif, c'est dans cette espèce de bazar qui est cette espèce de fouillis dans lequel il faut prendre nos décisions, essayer de créer quelque chose d'assez cohérent et de Ouais. constant. Non, 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 je suis 100% d'accord avec toi. Et en fait, la plupart. Donc, j'ai pris la liste des modèles mentaux que j'ai trouvé un petit peu sur Munger. Et la plupart, je les appliquais parce que ça correspondait à ma manière de voir le monde, de fonctionner, etc. Et il y en a certains que j'ai pris de lui, mais la plupart, je les appliquais avant de connaître même Charlie Munger. Et le premier, c'est le fait de raisonner en probabilité. Ça, c'est quelque chose qui m'est venu assez tôt, notamment dans ma carrière en trading, parce qu'on raisonne en probabilité, on raisonne en scénario. Et plus j'ai avancé dans le temps, plus ça m'a paru la bonne manière de fonctionner. Parce que, bon, moi je le répète tout le temps, on ne peut pas prédire le futur, je ne veux pas prédire le futur, etc. Mais d'un autre côté, on s'aperçoit vite que c'est pas parce qu'on ne peut pas prédire le futur qu'il ne faut pas se poser des questions sur le futur. Pour prendre un exemple que tout le monde a en tête, le changement climatique, la transition énergétique, etc., je ne sais pas où ça va nous mener et je raisonne donc en probabilité. C'est-à-dire que si tu prends du pire scénario jusqu'au meilleur, le pire scénario, c'est Zombieland, enfin tu vois, une apocalypse à la Mad Max. Voilà, on est tous en mode survie avec, avec notre fusil à pompe à essayer de survivre dans l'environnement extérieur. Non, mais bon, on va dire un monde un peu apocalyptique. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, qu'à un moment, il n'y aura pas plus d'énergie ou autre, mais je lui assigne une probabilité extrêmement faible. Après, tu as le scénario un peu au-dessus, un scénario de décroissance, où vraiment il faut que tout le monde se serre la ceinture, tout le monde devient végétarien, plus personne ne voyage, enfin ce scénario-là. Pareil, je n'enlève pas cette probabilité, enfin je ne mets pas une probabilité zéro, mais j'en mets une plus faible. Après, il y a une stagnation due au fait qu'on a changé d'énergie, blablabla, jusqu'au scénario extrêmement optimiste où finalement c'est une chance énorme parce que ça nous pousse à aller chercher une énergie gratuite grâce au soleil, grâce aux marées, grâce à tout ce que tu veux. Ça va booster la technologie. L'emploi, on va avoir un taux de chômage de 2% partout parce qu'on a besoin de toutes les forces de tout le monde. Enfin, tu vois, et on a besoin des cerveaux de tout le monde. Bon, bref. Donc, j'ai ces différents scénarios. Tu vois, c'est un peu comme une loi normale. D'ailleurs, la loi normale qui est aussi un modèle mental qui va utiliser régulièrement. Donc, moi, je vois le futur un peu comme une loi normale en disant, c'est extrêmement peu probable que je me retrouve à devoir survivre dans les bois. Mais au cas où, pourquoi pas à un moment avoir chez soi... je sais pas, un réchaud, enfin, tu vois, un poêle à bois, ne serait-ce qu'un poêle à bois chez soi pour se dire, je suis pas dépendant d'EDF pour me chauffer ou de, tu vois, c'est des petits trucs comme ça où je vais me dire, ce scénario-là, je suis pas non plus le dernier, enfin voilà, je serai pas le pire. Ou ne pas habiter en pleine ville, ne pas habiter en plein cœur d'une ville de 5 millions d'habitants, par exemple. Et puis le scénario extrême où tout se passe bien, c'est pareil, je ne vais pas assigner une probabilité zéro, le fait que la technologie nous sauve totalement, que même ça booste la croissance, tu vois, je ne vais pas assigner une probabilité zéro à ça. Et donc le fait de raisonner en scénario, en probabilité, ça m'aide à me projeter pour le futur. Et ce qui est bien avec les probabilités, c'est que, bien sûr, je ne mets pas un chiffre, mais ça aide
à faire des shifts petit à petit, on se dit ah bah ce scénario-là finalement il est un peu plus probable. Alors que les gens qui raisonnent pas en probabilité, mais qui se disent le futur c'est la décroissance et qui n'imaginent que ça, le jour où c'est un autre scénario qui se déroule, ils sont perdus. Ils disent mais je comprends pas, moi j'ai tout en cash et j'ai acheté tout en lingots d'or et en fait la croissance elle continue, etc. Donc même en termes d'allocation d'actifs, tu peux te retrouver avec un problème. Et le jour où tu changes de scénario, le shift est massif. C'est que tu passes d'un scénario 100% décroissance à un scénario, maintenant finalement le monde il continue de tourner, puis c'est juste qu'on est passé du pétrole et tout ça à des nouvelles énergies, tu vois. Donc voilà, raisonner en probabilité, c'est quelque chose qui me sert pas mal. J'ai pas attendu Munger pour ça, mais je suis content de voir qu'on partage ça. Ouais, c'est là que je vois que le monde est fait de gens très différents. Je raisonne jamais comme ça. Et j'essaie des fois de me dire, enfin surtout dans le domaine de l'investissement, il faut le faire. Mais j'arrive pas en fait. Moi, j'ai une approche, et c'est une déformation professionnelle, parce que quand t'as fait de la rhétorique, t'as quand même cette tendance à te dire, le monde, c'est ce que tu vas en faire. Et donc, en gros, j'accorde toujours une probabilité de 100% au futur que j'envisage, parce que je me dis, mais en fait, tu vas faire tout ce qu'il faut pour faire advenir ce monde. Il y a rien qui est écrit, il y a ce que nous faisons, et donc j'ai pas du tout le raisonnement probabilistique. Par contre, je me motive comme un malade, et j'ai plutôt une approche de très très bornée. Et à me dire tu traces, t'avances. Il y a aucune version du futur qui existe dans laquelle tu te fais avoir. Donc faudrait peut-être que je revoie un peu mon jugement là-dessus. Moi, donc, pareil que toi, sur les. En fait, j'ai regardé la liste des modèles mentaux de Munger, ou des modèles mentaux attribués à Munger, en me demandant est-ce qu'il y a des choses là-dedans que j'utilise. Et il y a, moi, une de mes grosses découvertes de quand j'ai commencé à investir, c'est la notion de coût d'opportunité. Je trouve ça génial. Et donc, c'est le fait d'avoir commencé à investir qui m'a permis de découvrir ça. Et maintenant, je l'applique en tout. Dans mon business aussi, évidemment. Et l'idée, c'est et ça au début c'est difficile de le comprendre, hein. C'est pas parce que t'as un gain que c'est bien. En fait, il faut pas se dire c'est cool, je suis en train de gagner, ça marche. Il faut toujours se demander oui, d'accord, t'as un gain, mais tu pourrais gagner beaucoup plus ailleurs. Et surtout, tu sais, quand t'as commencé l'investissement avec une approche dividende, où tu te dis ouais, c'est cool, il y a c'est bien, là je perds pas au niveau capital, puis il y a le petit dividende qui arrive, etc. Et à un moment tu te dis mais tu gagnes beaucoup, mais est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont en train de gagner beaucoup plus, simplement parce qu'ils ont parié sur un autre cheval et tu pourrais aussi le faire. Donc juger toutes tes décisions à l'aune de cette idée de coût d'opportunité. Ouais, tu gagnes, mais ça pourrait être beaucoup mieux, c'est super important. Et quand on a, toi comme moi, un métier qui est un peu dans l'entrepreneuriat, l'infoprenariat, nos journées c'est ça. En fait, personne nous dit ce que tu dois faire, donc c'est à nous de nous demander ce qu'on est en train de faire. Est-ce que je dois travailler sur mon nouveau produit? Est-ce que je dois travailler sur mon nouveau contenu? Est-ce que je dois me lancer dans un travail de fond? Est-ce que je dois plutôt me lancer dans quelque chose de là maintenant tout de suite, faut réagir à l'actualité? Donc on est tout le temps en train de faire des arbitrages comme ça, et on le fait mieux quand on a toujours cette réflexion du type oui d'accord, mais est-ce que tu pourrais pas là maintenant tout de suite être en train de faire quelque chose qui rapporte plus? Donc cette notion de coût d'opportunité que j'ai découvert dans l'investissement, je la trouve fondamentale pour bien d'autres aspects de la vie. C'est vrai. Et en plus, il y a beaucoup de gens qui profitent de ça, qui profitent de cette inertie, et notamment les banques, par exemple, elles profitent du fait que très peu de gens raisonnent en coût d'opportunité. Donc, ils vont te profiter un capital, ils vont te faire un produit à capital garanti, et tu vas être tellement obnubilé par cette notion de capital garanti qui te paraît génial que tu vois pas tout ce que tu pourrais faire de mieux à côté, quoi. Ouais, compte à terme. Il y a un nouveau compte à terme génial avec la certitude de te faire avoir par l'inflation. Alors après, non mais pour l'épargne de sécurité, ça va. C'est bien d'avoir. Je sais que t'es pas comme ça, mais l'épargne de sécurité c'est quand même un peu assez important. Et donc ces produits-là servent à ça. Il faut le rappeler. Ne faites pas de YOLO. Le deuxième que j'ai pris, pour le coup, lui, il m'a vraiment été apporté par Charlie Munger, surtout que ça fait partie de ces trois, on va dire, modèles mentaux dont il parle le plus. C'est l'inversion. Je ne vais pas en parler des heures, on a déjà eu l'occasion d'en parler. Quand il y a une question complexe, plutôt que de répondre à cette question, on va inverser la question. Et ça marche bien sûr en investissement. C'est beaucoup plus simple de trouver les mauvaises entreprises et les virer que de trouver les bonnes. Et déjà, si on vire avec quelques critères, on vire les mauvaises, ça, c'est beaucoup plus simple. C'est vrai pour tout ce qui est quelle étude est-ce que je dois faire, est-ce que cette personne, elle me correspond
pour vivre, etc. Ou quel type, je sais pas, quel type de personne je cherche. Je dis ça parce que dans Munger, arrêtez pas de dire votre conjoint ou conjointe, c'est bien la choisir. C'est un peu, voilà, c'est la décision la plus importante que vous allez prendre dans votre vie, et je pense qu'il a pas tort. Donc voilà, quelles études vous voulez faire, etc. Et l'idée qui est pas bonne, et je vais inverser le truc aussi parce que tu as raison, hein, on peut prendre dans les deux sens. Lui, ce qu'il dit, c'est si on évite les erreurs, on s'en tire pas trop mal. Mais tu pourrais aussi prendre le côté tout à fait opposé à cette idée-là et de dire, bah non, en fait, il faut vraiment chercher les tout meilleurs plutôt que de passer du temps à virer 99% des choses. Mais moi, j'ai constaté que c'était plus facile de chercher les boulots qu'on veut pas faire parce qu'on n'aime pas parler avec des gens, parce qu'on n'aime pas avoir des gros horaires, parce que c'est beaucoup plus facile de virer ce qu'on n'aime pas. Ça, c'est une constatation de mon quotidien, et il a mis des mots, Munger, sur un truc que j'avais pas vraiment en tête avant, quoi. Donc l'inversion. C'est pareil, je l'ai pas du tout. Celui-là, je l'ai pas du tout, et c'est vrai qu'il est contre-intuitif. Il est contre-intuitif. Moi, je trace tout droit vers ce qui brille. Je suis toujours focalisé sur les choses que je veux, et pas sur les choses que je veux pas, mais c'est vrai que ça permet de réduire la complexité du monde, et d'organiser un peu le chaos. Alors moi, celui-là, je le prends dans la liste que tu m'as fournie, parce que Xavier a partagé avec moi une liste qui répertorie des modèles mentaux de Charlie Munger. Il y a en fait appliquer le darwinisme à soi-même. Donc cette idée qu'il y a quand même une lutte, et qui fait que les meilleurs ont tendance à survivre. Et pourquoi je trouve que c'est très important de garder ça à l'esprit. Pour moi, ça, c'est une ode à la spécialisation. Parce que je le vois vraiment très souvent dans beaucoup autour de tu vois, j'ai beaucoup de cousins, de petits cousins qui viennent quand même de familles où, enfin voilà, leurs parents ont bossé, ont fait des études, ils sont dans un univers assez sympathique, et ils se perdent en fait. Ils se perdent voilà, je vais commencer une fac de gestion et puis j'aime pas. Alors après, je vais faire une fac de langue et puis j'aime pas, et je vais faire un autre truc et puis j'aime pas. Et en fait, on peut pas du tout bénéficier de l'effet cumulé quand on commence à vouloir changer de direction à la première difficulté. Il faut prendre un domaine avec la volonté d'être le meilleur dedans. C'est la meilleure garantie contre le fait d'être remplaçable. Des gens qui sont un peu moyens en tout, c'est hyper remplaçable, alors que des gens qui sont super bons dans un domaine, c'est beaucoup plus difficile de les remplacer. Donc ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup parmi les jeunes qui sont dans mon entourage, et c'est quelque chose que je vois aussi beaucoup dans les personnes que j'accompagne. Tu vas avoir beaucoup de gens qui vont avoir une crise à un moment en disant en fait, j'aime plus mathématiques. En fait, j'aime plus mathématiques, je sens que j'ai besoin de changer de thématique. Alors justement, ce qu'on devrait faire, c'est réenchanter notre thématique et se dire, mais je vais passer un cap dans ce domaine. Et moi, je le vois bien, parce que ma thématique de base, c'est la rhétorique. Maintenant, j'ai une autre thématique qui est celle de l'investissement. Mais mon objectif, c'est pas de commencer un petit peu l'investissement et puis après de me dire, en fait, j'aime pas, je vais me mettre sur la couture ou non, j'ai envie de progresser dedans. J'ai envie de me développer, de me former, d'être rigoureux dans la manière dont je progresse là-dedans. Et à la fin, je serai pas un homme orchestre. Je serai quelqu'un qui a une discipline de base et qui travaille tout autant qu'il peut pour progresser dans sa discipline de base, à la fois la rhétorique. Et puis j'ai un autre domaine que j'aime beaucoup, à savoir l'investissement, parce que quand on est entrepreneur, c'est pas idiot d'avoir également une réflexion là-dessus, mais c'est pas une fuite. Et pourtant, je le sens, tu vois. Des fois, je sens ce truc du type, mais en fait, cette nouveauté te procure du plaisir. Donc, fais all-in là-dessus et oublie le reste. Et pour moi, ça, c'est une erreur. Il faut pas abandonner les premières choses dans lesquelles on a commencé à marquer des points, à progresser. Il faut toujours se renouveler dedans, toujours avancer dedans, parce que, encore une fois, ce qui fait la plus grande sélection, c'est le fait d'avoir une expertise. Et donc, il faut cultiver une expertise, pas trop se disperser par rapport, quand il y a des nouvelles sirènes, les sirènes de la nouveauté, les sirènes de l'ennui, etc. Il faut toujours passer un cap dans notre domaine, et ça permet d'avoir une carrière où on peut vraiment apporter de la valeur aux autres. Tu prêches un convaincu. La semaine dernière, j'ai fait une conférence à Lyon à des étudiants de master de finance. Et parce que justement, j'avais ma masterclass, j'ai fait une masterclass le lendemain à Lyon aussi. Et c'est parce que je parlais devant les étudiants que je me suis dit, je vais optimiser mon voyage et je vais faire une masterclass le lendemain. Et justement, aux étudiants en finance, j'ai beaucoup insisté sur l'aspect spécialisation.
comme quoi c'était hyper utile. Et même, moi, j'ai remarqué que les carrières les meilleures, c'était quand tu arrivais au croisement de 2 spécialisations. Et toi, qui est en train de passer un double master, non mais tu vois, qui a ce côté rhétorique et ce côté business, on va dire, ou investissement, le jour, donc en rhétorique, il n'y a pas beaucoup de monde, mais il y a quand même entre guillemets de la concurrence, tu vois. En finance, il y a pas mal de concurrence, mais si tu mixes tes 2 spécialités et qu'un jour, tu décides de prendre le discours des chefs d'entreprise et d'analyser, je sais pas, tu vois, un truc un peu comme ça, d'analyser la rhétorique ou la communication d'une boîte, par exemple, vu que tous les rhétoriciens, ils sont un peu dans le côté très politique, discours politique, et que les financiers, ils sont pas trop dans les lettres, tu vois, tu peux choper au croisement de 2 spécialités, tu peux choper un truc où tu es seul, vraiment seul sur la thématique. Donc, moi, je crois à fond à la spécialisation, je suis 100% d'accord avec toi. Chic. Mais c'est vrai que c'est un truc auquel je pense parce que il y a beaucoup de trucs une mauvaise communication, ça peut avoir un impact sur le cours de bourse et donc c'est un domaine qui est super intéressant parce que je suis toujours à la recherche de comment est-ce qu'on mesure l'efficacité d'une prise de parole. Et donc souvent, tu vois, là typiquement, une chose que je regarde beaucoup, c'est le rapport entre les changements de position de Mélenchon, notamment à la suite du conflit israélo-palestinien, et sa dégringolade dans les sondages. Là, c'est chouette, parce que t'as vraiment un phénomène rhétorique où tu vois qu'il y a un changement clair dans la communication et une chute nette dans les sondages. Mais sinon, t'es tout le temps un petit peu à la recherche de comment est-ce que tu peux évaluer l'impact concret d'une prise de parole. Et ce qui est vachement sympa dans le domaine de la finance, c'est que tu peux avoir un discours qui convainc pas, tu peux avoir un impact sur le cours de bourse. Donc il y a effectivement quelque chose de très intéressant et je commencerai à mettre le nez dedans. T'as raison là-dessus. De mon côté, un autre modèle mental que je trouve très intéressant, alors bon, la phrase est moyenne, mais il vaut mieux vaguement juste, enfin c'est plutôt vaguement juste, vaut mieux que précisément faux. Et moi, à chaque fois que je pense à ça, j'ai une image en tête. Donc l'image, elle est simple. Vous imaginez une cible pour quelqu'un qui fait du tir. Vous avez un tireur d'élite qui a un fusil moyen, mais bien réglé. Vous allez avoir les points d'impact qui vont être autour du milieu, mais quasiment aucun au milieu. Maintenant, vous donnez à ce même tireur d'élite un fusil, le top du top des fusils de précision, mais qui est un peu déréglé. Vous allez avoir tous les points qui vont être dans l'équivalent d'une pièce d'€1, mais qui ne sera pas au centre de la cible. Donc ce sera très juste, mais faux. En fait, ce sera très précis plutôt, très précis, mais faux. Et ça me fait penser par exemple aux valorisations d'entreprise. Ça fait bien longtemps que j'utilise plus un modèle discounted cash flow dans lequel tu essayes d'actualiser les flux futurs, blablabla, et qui te donne un montant très précis, un montant avec 6 chiffres après la virgule, de combien vaut Coca-Cola. Sauf que c'est beaucoup plus utile d'avoir une idée vague de si la société elle est plutôt surévaluée, plutôt sous-évaluée, plutôt correctement valorisée. Alors ça fait moins sérieux que de sortir une valorisation très très précise, mais ce sera beaucoup plus correct, on sera autour du centre de la cible. Et le problème avec les modèles trop mathématiques, et c'est un peu ce qui a d'un certain côté créé la crise de 2008, le problème avec des modèles trop précis, trop mathématiques, etc., c'est que si vous vous êtes trompé dans des hypothèses, vous pouvez avoir un truc qui est très précis mais très très loin du centre. Donc j'aime bien cette idée, vaguement juste vaut mieux que précisément faux. Très bien. Et la manière dont tu l'utilises, c'est que tu vas prendre tes décisions avec un mélange de qualitatif, de quantitatif, d'intuition, plutôt que d'avoir une procédure extrêmement stricte, mais si elle est mal définie, peut t'envoyer dans le mur. Et ce qui est pas facile, c'est que, par exemple, si tu es dans le monde des professionnels, on va te demander un chiffre exact. Moi, j'ai cette chance d'être à côté, donc quand on me dit comment valoriser une entreprise, ma réponse c'est ne le faites pas. Il faut même pas essayer de le faire. Il faut juste avoir une idée de où elle va, de globalement si elle est plutôt sous-valorisée, mais valoriser, obtenir un chiffre à la fin, les seuls qui le font, c'est des gens qui sont obligés de le faire. Ça va être des experts comptables, etc., dans des situations de fusion-acquisition, de succession, etc., etc. Et malheureusement pour eux, les analystes financiers sont obligés d'être précis. On leur demande d'être précis, on leur demande de mettre un target price, on leur demande de deviner les futurs bénéfices nets par action, chiffre d'affaires, etc. Je pense que la plupart d'entre eux, si on leur mettait pas un couteau sous la gorge pour le faire, ils le feraient plus.
Mais aujourd'hui, un analyste financier de chez Morgan Stanley, on l'oblige à donner un chiffre précis, etc. Alors que finalement, ce qu'on attendrait de lui, ce serait plutôt de donner les grandes tendances du secteur, etc. Puis, à la limite, j'achète ou je vends. Mais de demander de lui un chiffre très précis, c'est ça qui nous met qui met tout le monde dans l'embarras, en fait. Lui, le premier, je pense. Alors, la première prise de distance par rapport à Charlie Munger, je vais donner un modèle mental avec lequel je ne suis pas d'accord. Donc, il y avait un des modèles mentaux qui était pourquoi est la question la plus intelligente. Et moi, je suis pas d'accord. Je dirais que la question la plus intelligente, c'est quoi ? Parce que le pourquoi, il y a plein de gens qui se croient très intelligents et qui utilisent le pourquoi et qui embrayent immédiatement sur des réponses déterministes. Donc du type pourquoi ça s'est passé comme ça et bim, à qui profite le crime, bim, complot. Donc on peut très vite passer de pourquoi à des spéculations, alors que la question quoi, elle te pousse à être beaucoup plus précis. Et la question quoi, c'est une question qui te pousse vers les faits, alors que la question pourquoi, c'est une question qui te pousse vers le sens. Et là, tu peux beaucoup plus te perdre. Donc moi, la question quoi, c'est une question que j'aime beaucoup, et c'est une question qui m'a beaucoup aidé dans mon travail de chercheur, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui se reposaient sur des évidences du type je sais pas, Aristote l'a dit, donc c'est vrai. Moi, c'était pas du tout ça. Ce qui m'intéressait, c'était d'aller à la racine des choses. Oui, d'accord, mais comment ça marche au fond? Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est quoi la matérialité qu'il y a derrière? Et aujourd'hui, quand j'applique ça à l'investissement, c'est également quelque chose qui me plaît beaucoup. Quand tu pars d'un domaine et que tu te dis j'ai envie maintenant d'investir dans le domaine des semi-conducteurs, bah tu commences par te demander c'est quoi ce truc? Et tu vas ouvrir un premier tunnel, on va te dire bah voilà, ça ressemble à ça, et d'accord, mais c'est quoi? C'est quelle matière? Où est-ce qu'on la trouve? Et donc la question quoi te permet d'être beaucoup plus factuel et de poser ta réflexion sur quelque chose de beaucoup plus solide que la question pourquoi, qui peut te donner l'impression d'être intelligent alors que tu es en train de spéculer. Je vois tout à fait, et le risque que je vois aussi avec la question pourquoi, c'est que certaines fois tu vois, c'est un peu intellectuellement c'est sympa, mais au moment d'agir, bah, c'est le quoi qui importe. Tu peux penser, tu peux tourner des années en te disant pourquoi est-ce que c'est bien d'investir. À un moment, on va te dire, et moi je peux être comme ça parfois, hein. Je peux être là dans mon monde à dire voilà pourquoi investir, puis à un moment l'audience revient vers moi et dit ok Xavier, c'est quoi maintenant? C'est quoi? C'est quel compte j'ouvre? Je mets quoi? Je mets quel ETF? Tu vois comment ça se passe. Donc c'est vrai que le pourquoi, tu peux vite te retrouver à être commentateur et à ne jamais agir. Et justement, tu as dit quelque chose qui rejoint mon prochain point, c'était aller au fond des choses. Le prochain modèle mental, qui est un peu bateau, on est d'accord, c'est le fait d'avoir une pensée indépendante. Je dis un peu bateau dans pas mal de domaines, mais en investissement, c'est clé, en fait. Et pourquoi c'est clé? Parce qu'on cherche tous de l'info, et quasiment dans tous les cas, l'info, elle a été déjà prédigérée, en tout cas par tous les commentateurs qu'on connaît. Et je trouve que c'est une grosse partie du jeu de s'informer sans être influencé. C'est vraiment une grosse partie. Et bien sûr, la clé, c'est aller à la source. Donc, mais ça, c'est un modèle mental que je développais très tôt. Le fait d'aller à la source, tout le temps, aller à la source. Quelqu'un a dit que, machin, je sais pas, si on me dit un truc sur les vaccins, on me dit un truc sur, je sais, peu importe, je vais à la source. Tel produit, c'est pas bon, bah, je regarde la liste des ingrédients. Je regarde s'il y a quelque chose qui est pas bon ou pas, plutôt que de se baser sur autre chose. Et le fait d'avoir cette pensée indépendante, c'est compliqué parce que, par exemple, parmi les lettres que je reçois les matins, tu sais, je m'inscris à pas mal de newsletters, etc. Et il y en a plein desquels je suis obligé de me désinscrire parce que c'est souvent des personnes que j'aime bien. Il y a par exemple Thomas Veillet qui est un ancien trader en Suisse là, qui fait des vidéos pour Swissquote et autres. Il est super. En plus, le ton est sympa, tout est sympa chez lui. C'est très très bien. Mais je sens au fond de lui le père Mabère. En fait, il a toujours une ironie sur le marché. Encore une fois, le marché prend toutes les mauvaises nouvelles pour des bonnes nouvelles. Et en fait, il est tout le temps en train de parler des banques centrales et du marché qui a tort. En fait, quand on le lit, on se dit le marché se trompe. En fait, le marché monte et il ne devrait pas monter. Et au bout de, je veux dire, si je l'ai écouté pendant des années, et heureusement que j'ai un biais optimiste, j'ai mon propre biais, qui est un biais optimiste énorme, parce que je me dis, en fait, je suis parfois triste pour lui parce que je me dis, mais il ne comprend pas en fait le marché.
C'est pas il est pas connecté en fait, je sais pas comment dire. Moi je suis un investisseur et je raisonne pas du tout, non, je suis pas en train de surinterpréter les bonnes nouvelles, etc. Et au bout d'un moment, je ne lis plus ou je l'écoute plus parce que je me dis j'ai pas envie de me faire influencer. En fait, c'est ça le truc, j'ai pas envie de me faire influencer, donc à un moment je coupe. Donc j'essaye vraiment d'écouter les personnes qui sont les plus neutres. Ou alors, et ça c'est vrai aussi en politique, ou alors je vais écouter des personnes qui ont des gros biais, mais en sachant qu'ils ont des gros biais. L'avantage en politique, c'est que quand tu écoutes parler Mélenchon, Ruffin, Macron, Darmanin, Le Maire, Bardella, Le Pen, enfin qui tu veux, comme ils ont tous une étiquette, tu vois, tu sais déjà, ça t'aide à, entre guillemets, à rester indépendant parce que tu sais quel biais a telle personne. Et par exemple, moi aujourd'hui, quand j'écoute Jean-Marc Jancovici, je l'aime bien, mais à force de l'écouter, moi je lui ai mis ma propre étiquette sur ce qu'il voulait, etc., sur son idéologie. Donc je l'écoute toujours, mais il m'influence moins qu'avant. Parce que quand je me renseignais il y a 3-4 ans sur le domaine de la transition écologique, il n'y avait que lui qui parlait et que lui qui parlait de chiffres, je me faisais énormément influencer par lui. Aujourd'hui, je me fais moins influencer parce que je suis allé plus chercher à la source et parce que je lui ai mis un peu, entre guillemets, une étiquette. Et sur les commentateurs, j'ai un peu soit je mets une étiquette et comme ça me permet d'essayer de les recentrer, si tu veux. Voilà. Mais penser indépendamment, c'est clé. Et malheureusement, c'est un des premiers biais qu'on a quand on investit en bourse parce qu'on arrive là-dessus, on ne connaît rien. Donc, on écoute des gens. Et si tu as du bol, tu écoutes quelqu'un qui est plutôt mesuré ou qui a une stratégie qui est plutôt prouvée, on va dire. Ou alors t'as pas de bol et tu vas aller chez un cow-boy qui va te faire des cryptos alternatives, etc. Puis tu vas paumer du pognon et puis après tu vas dire ah ouais, c'est peut-être pas le meilleur exemple et puis tu vas avoir une courbe d'apprentissage comme ça. Mais voilà, avoir une pensée indépendante, j'aime bien. Moi je pense qu'il faudrait forcer les permabères à avoir des positions short et à les documenter. Voilà, prenez des positions short, quoi, assumez ce que vous dites. Parce que c'est terrible. C'est les commentateurs n'ont absolument aucune. Et tu vois, là je parle pas c'est très cool d'avoir une newsletter, de commenter, etc. Je parle des gens qui sont payés pour faire du commentaire sur les plateaux télé et tout ça. Ça va pas. J'y pense, mais est-ce que t'as vu là? C'est une des vidéos les plus cringe de l'histoire de la finance sur un commentateur qui présente l'action qui s'appelle Upstart Holding. Non, ça me parle pas. Ça te dit quelque chose? C'est sur CNBC. T'as le commentateur qui est en train de dire ouais, Upstart Holding, super nom, super brand, etc. Elle vient de faire 24% au cours des derniers jours, etc. C'est très impressionnant. Il y a le commentateur qui lui dit mais c'est une entreprise qui fait quoi? Et là, tu vois les fils du mec qui se touchent, tu vois qu'il est en train de commencer à regarder et tout, et puis il dit excusez-moi, je ne vous entends pas bien. Et tu vois que l'image est parfaite, c'est pas du tout ça, etc. Oui, je connais les autres entreprises que vous avez présentées, mais celle-là, qu'est-ce qu'elle fait? Puis tu vois qu'il... Non, je suis désolé, je vous entends vraiment pas mal, vous entends vraiment pas bien, vous avez une mauvaise connexion, etc. Et le truc est absolument épouvantable, c'est ultra gênant. Et donc la boîte, c'est une boîte, tu sais, il y avait une hype autour de ça, une entreprise qui permet aux banques et aux boîtes d'intelligence et aux assurances de mettre un score de crédit en utilisant les données de l'intelligence artificielle. Et le truc qui est le plus drôle, c'est que déjà cette séquence était hyper gênante le jour où tu l'avais vue. Et ensuite, si tu re-regardes le cours de Upstart Holding, le mec, il a fait son passage à la télé quand ça coûtait 390, et genre quelques semaines après, ça coûtait 32. Donc c'est vraiment le truc le plus cringe de l'histoire, et je suis sûr que le mec il est encore en train de donner du commentaire, des trucs d'analyse, etc. Donc c'est complètement fou. Il faut faut pas se faire influencer par ça, et il faut vraiment toujours vous demander si les gens investissent dans là où ils ont leur bouche, quoi, parce que c'est trop facile de faire 14 prédictions dans tous les sens. À un moment il faut être un petit peu plus accountable, les mecs. Je comprends que des fois tu as envie de te désabonner de certaines news. Et juste pour la petite anecdote, peut-être, ouais, j'ai juste un truc que je veux que je vous partage. À la rentrée, j'ai été contacté plusieurs fois et je n'ai rien contre eux, attention, par BFM Business pour être un intervenant régulier dans leurs émissions. Et quand on parle, parce que j'ai quand même eu des discussions assez approfondies pour savoir comment se passait l'émission, etc.
Et en gros, on reçoit les thèmes. Enfin, j'ai dit non, pour plusieurs raisons, parce que je n'aime pas commenter. Et moi, surtout, j'aime me renseigner avant. Et j'aime aller à la source. Et je veux surtout pas commenter de l'actualité. Et déjà, ce qui est drôle, c'est quand j'ai fait cette remarque-là, BFM Business m'a dit ah mais non, nous, on a du recul. Ceux qui interprètent l'actualité, qui la surinterprètent, c'est BFM, la chaîne principale, qui est vraiment en live devant les locaux, etc. Nous, déjà, on est dans leur... Mais elle était honnête, hein, la personne qui me parlait. Elle dit, dans le monde de l'actualité, nous, on est vus comme ceux qui ont du recul. Parce qu'on parle de la nouvelle de la veille. Tu vois. Et en gros, tu reçois les thèmes sur lesquels tu vas discuter tard le soir ou tôt le matin, pour parler le matin. Donc, dans leur esprit, si tu veux, le fait de savoir un petit peu de quoi tu vas parler, tu es déjà à un niveau 100 par rapport à la question totalement qui sort de nulle part sur le plateau. Bref, j'ai parlé comme ça, on a parlé de plusieurs rôles, etc. Et en fait, ça ne marche pas avec moi. Il y a des gens qui sont bons pour ça, en tout cas qui passent bien à la télé, mais moi, je suis incapable de faire ça. Je suis incapable de parler sans préparer. Et pour ma masterclass, j'ai bossé des jours et des jours et des jours avant à réfléchir quel est le bon chemin, bosser sur les questions que les gens m'avaient envoyées en me disant mais donc leur profil c'est ça, ils veulent savoir ça, etc. Et ce côté instantanéité et avec un commentateur qui a passé la nouvelle à la moulinette mais 30 secondes dans sa tête avant, c'est un peu un des désastres et à nouveau c'est de manière générale que je dis ça, hein, c'est pas contre les chaînes de télé, mais je pense que c'est un peu un des désastres de la situation actuelle, quoi, dont tu as parlé dans ta dernière vidéo. Voilà, on voit le classement français, les Français qui s'effondrent dans des classements PISA ou autres. Je pense que le côté instantané c'est très très mauvais. Faut un peu plus de focus. T'as entièrement raison, tu feras un bien meilleur travail en continuant ce que tu fais, et t'es déjà un média. Donc il y a pas besoin il y a pas du tout besoin de faire ça. Je pense que c'est un peu marrant, tu vois, de te dire je vais être vu par beaucoup plus de monde, mais là t'es en train de construire une audience de tellement meilleure qualité que c'est non, je comprends tout à fait. Alors, je vais donner le quatrième. Donc là, on entre dans le développement personnel, mais il en a fait un petit peu des petites punchlines de développement personnel. Et là, c'est le meilleur moyen d'avoir ce qu'on veut, c'est de mériter ce qu'on veut. Et donc là, je suis absolument entièrement d'accord. Et ça va de pair avec les deux démons de la vie réussie qui sont l'envie. L'envie, c'est un des grands démons de la vie réussie, et la jalousie. La différence que je fais entre l'envie et la jalousie, c'est que dans la jalousie, t'as une dimension de peur, tu vois. T'as une dimension t'as peur de perdre ce que t'avais dans la jalousie, alors que dans l'envie, t'as plus la volonté d'avoir ce que t'as pas. Et t'as vraiment ce truc-là, c'est que toutes les fois que tu commences à avoir des échecs, des périodes qui sont plus difficiles, le premier réflexe, ça va être ça. Le premier réflexe, ça va être soit de rejeter la faute sur les autres, soit de te dire c'est pas juste en fait. C'est pas juste pourquoi lui il a ça, pourquoi moi j'ai pas ça, etc. Et toutes les fois que je commence à avoir cette petite routine dans ma tête, je me focalise sur mais non mais travaille plus, travaille mieux, change tes efforts, renouvelle-toi et surtout focalise-toi sur tes marges de manœuvre. T'as pas de temps à perdre, à regretter, à détester. Focalise-toi sur le travail que tu peux faire maintenant et ça aide beaucoup. Et donc effectivement à court terme, il y a une décorrélation entre les efforts et le mérite. En tout cas entre les efforts et la réussite, à court terme c'est vrai. Voilà, il y a des fois tout s'aligne, c'est hyper simple, t'as l'impression de marcher sur l'eau. Il y a des fois c'est plus difficile. L'erreur c'est de se dire la vie c'est un coup de chance en fait. La vie c'est un coup de chance, la vie c'est du déterminisme. Non, sur le long terme il y a une corrélation très forte entre le travail qu'on met et les résultats qu'on obtient. Et donc dans les moments où c'est plus difficile, il faut garder cette idée-là comme une bonne étoile. C'est la meilleure moyen d'obtenir ce qu'on veut, c'est de mériter ce qu'on veut. Exactement. Et si on pense pas ça, on termine très vite à être aigri et on en voit beaucoup aussi. Et je parlais d'influence et d'indépendance et je pense que ça peut faire énormément de mal de suivre ces gens aigris qui vont toujours trouver une cible, quelle qu'elle soit. La cible, ça va être les immigrés, la cible, ça va être le capitalisme, la cible, ça va être les milliardaires qui ont réussi, peu importe. La banque centrale, parce que tu t'es planté comme un blaireau dans tes derniers trades, et du coup, t'as réussi à te convaincre que le marché était complètement absurde et qu'il y avait que toi qui avais raison, mais non, mon gars. Très, très bon. Pour mon dernier modèle mental, j'en ai pris un qui, je pense, te correspond beaucoup mieux,
mais je l'ai pris quand même. C'est Soyez amis avec les grands disparus. Donc j'ai traduit ça. Ouais. Évidemment, toi, dans ton domaine, c'est plus que clé. Donc ce que veut dire Munger par là, c'est qu'il faut apprendre des plus grands penseurs, des plus grands scientifiques, etc. Et que beaucoup d'entre eux sont déjà passés sur Terre. On a toujours tendance à penser qu'on est plus intelligent dans la période actuelle que par le passé, mais c'est faux. Et en fait, moi j'ai toujours remarqué que dans les écrits notamment, le temps faisait très bien son œuvre. Le temps était très bon pour écrémer ce qui était de faible qualité, de qualité moyenne et de très bonne qualité. C'est vrai même dans la musique, c'est vrai dans pas mal d'autres choses. Et donc, c'est pas une règle générale, mais globalement, plus les livres sont vieux, plus les pensées sont vieilles, plus elles ont été à l'épreuve du temps, et plus elles sont vraiment intemporelles, plus elles sont bien expliquées, etc. Alors, dans ton domaine, c'est plus que vrai. Et dans l'investissement ou l'économie, c'est vrai. Moi, quand je relisais des Adam Smith, des Ricardo, etc., vraiment les inventeurs un peu de l'économie moderne, ils ont une manière d'expliquer qui est hyper simple. Certaines fois, en 3 phrases, mais tout de suite, tu visionnes tout de suite des choses qui sont en train de se passer aujourd'hui. Et c'est pas pour rien que les premières ventes encore de livres d'investissement, c'est toujours Benjamin Graham, Peter Lynch, Fisher, etc., tous ces trucs-là. Et finalement, quand on suit trop les penseurs récents, il y a un tri énorme à faire. C'est ça le truc, c'est qu'en fait, il y a un tri énorme à faire entre les bons et les mauvais. Et déjà, si tu remontes de 20-30 ans en arrière, il y a une grosse partie du tri qui a été fait. Et en fait, ce que ça m'incite à faire, mais que je fais déjà, c'est à beaucoup lire. Parce que, comme je le disais, Munger lisait beaucoup. Lui, il a aussi, par exemple, un mentor. Il a toujours dit que c'était Benjamin Franklin, son mentor, qui est mort. Donc, mais dans sa tête, c'est un peu comme s'il l'avait à ses côtés et qu'il l'aidait. Et un des drames, alors je ne veux pas paraître vraiment comme le gars qui est désespéré de la situation d'aujourd'hui, mais il y a un petit côté de moi qui l'est malgré tout, c'est que les gens qui ne lisent pas du tout, à moins de tomber sur des vidéos qui te parlent, pour reprendre ton domaine, de Cicéron, d'Aristote, etc., tu vas écouter des gens qui sont vraiment très très modernes et récents. Voilà. Et je pense que je vais surprendre personne en disant que les pensées d'Hanouna ou ses quotes, etc., je ne suis pas sûr qu'elles résistent autant et que dans 50 ans, on sortira une citation de Cyril Hanouna. Il y a des gens qui passent peut-être plus inaperçus, mais dont les bouquins vont ressurgir dans le futur. Donc voilà, la leçon principale, c'est lire, beaucoup lire des biographies. Les biographies, on apprend énormément sur ce qu'ont fait les grands, et puis ne pas hésiter à piocher des bouquins un peu lointains, même si la tournure de phrase, c'est pas évident. D'ailleurs, un petit truc pour toi, Victor, avant d'en terminer, parce que je parle beaucoup. Je me renseignais sur la Tour Eiffel. Bon, ma fille me dit, j'ai lu Lucky Luke, Gustave Eiffel a créé la Statue de la Liberté, etc. Donc je regarde un peu avec elle Gustave Eiffel, et je trouve sur un très beau discours que tu pourrais regarder, déjà une lettre des artistes scientifiques de l'époque anti-Tour Eiffel, qui explique que ça va être un désastre, et la réponse d'Eiffel, qui est magique, qui dit... Nous, en tant qu'ingénieurs, c'est pas parce qu'on n'est pas ingénieur qu'on regarde pas la beauté. Et la manière dont c'est écrit, c'est magique. C'est vraiment écrit comme on n'écrit plus aujourd'hui. Bon, bref, j'ai adoré ces deux lettres. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on voit plus ça. Et étant en participant sur YouTube, sur les podcasts, etc., il y a beaucoup de bons, mais il faut aller chercher un petit peu en arrière aussi, quoi. Ouais, je suis d'accord. Mais ça ressort souvent, tu sais, cette querelle parce que c'est un argument qui est très régulièrement récupéré contre les gens qui se plaignent de l'art contemporain. Tu sais, c'est aller lire les artistes de l'époque qui s'opposaient complètement à la Tour Eiffel. Okay. Et aujourd'hui, la Tour Eiffel, on n'imagine plus Paris sans ça. Donc t'as raison, c'est très beau et il faut retourner voir ça. N'empêche, il y a beaucoup de daubes dans l'art contemporain, donc cet argument, je doute de sa validité ultime. Mais oui, donc là où je suis entièrement d'accord avec toi, c'est que l'histoire fait le tri. Et c'est une très bonne base. C'est un très bon point de départ de se dire, les gens dont on connaît le nom, ils ont apporté des choses. Donc il faut aller au-delà des clichés, il faut aller voir ce qu'ils ont véritablement écrit, et c'est quand même très intéressant. Je voudrais quand même prendre le contre-pied de cette idée. Voilà, pour l'intérêt de la discussion, c'est que quand t'as comme moi été dans une discipline ancienne, t'as quand même quelque chose comme un éclat
qui fait que plus c'est loin dans le temps, plus tu te dis que c'est génial. Je sais pas ce que c'est que t'as une espèce de sentiment comme ça où tu te dis tout est là quoi. Tout est là, mais c'est un sentiment qui est beaucoup affectif et donc tu te retrouves à faire des colloques parce que un tel a dit que un tel aurait peut-être dit que Parménide avait dit tout est, et là tu te dis waouh, Parménide a dit tout est, c'est quand même génial. C'est quand même génial. Imaginez, tout est dans cette phrase. Et donc, tu commences à délirer là-dessus parce que t'as une espèce de... Voilà, c'est tellement loin que tu te dis c'est absolument génial. Donc, faut quand même faire attention à ça. Effectivement, quand on va les noms dont on retient l'histoire, enfin, les noms qui ont été retenus par l'histoire, il y a souvent des choses qui sont très bien. Mais la bonne approche, c'est pas seulement d'être ami avec les personnes qui ont marqué l'histoire, c'est d'essayer de faire mieux. C'est ça le point. Et c'est pour ça que souvent je me fais attaquer par ceux qu'on surnomme effectivement les droits tardés. C'est que voilà, ils sont tellement. C'est normal d'être déprimé par la médiocrité du présent. Mais si ta réaction c'est après de t'enfermer en te disant ouais c'était tellement mieux avant, ça avait quand même plus de gueule. Mais nourris-toi de cette beauté pour créer quelque chose d'original, de nouveau et d'inspirant aujourd'hui. Donc l'objectif c'est pas d'être en admiration par rapport au passé, c'est de se dire je me nourris de ça, ça me permet d'avoir un sens critique par rapport à des choses navrantes aujourd'hui, mais l'objectif c'est de faire mieux, c'est de se mettre à la hauteur. Il faut pas être à genoux face à eux, il faut aspirer à être leur égal. Ouais, pour rebondir sur ce que tu dis, je vois tout à fait le côté presque parfois un peu snobisme dans certains milieux de plus c'est loin, enfin tu vois plus, toi tu me cites quelqu'un qui est au XVIIIe siècle, mais tu savais qu'encore avant, il y avait ça, et puis tu vois, bon. Et la finance c'est totalement l'inverse, c'est-à-dire que la finance, il y a un énorme biais de récence, et à l'inverse, dès que tu parles de quelqu'un qui a écrit un truc il y a 10 ans, on va te dire ouais mais ça c'est fini, tu vois, comme si c'était tellement un monde en évolution, comme je sais pas l'automobile, tu vois, tu vas pas prendre une voiture ancienne en disant c'est quand même génial ce qu'ils avaient fait là dans les années 70 sur une Ferrari, ouais c'était mignon à l'époque mais aujourd'hui on est tu vois bien mieux, et en finance il y a parfois ça. Or ça permet en fait, ça correspond bien à la finance quoi, d'aller et à l'économie, d'aller chercher surtout en finance beaucoup plus que l'économie, parce que l'économie a progressé alors que la finance elle n'a pas forcément progressé, tu vois, dans l'esprit de comment se comportent les gens. Donc c'est bien de repasser dans le futur, dans le passé. Mais c'est drôle, et tu côté, vois, le côté d'aller chercher, d'être touché par ce qui est très très ancien. Tout est là, ouais, tout est là. Ça, j'ai tellement entendu. Mais tu vois, c'est un peu l'émission qu'on est en train de faire, et c'est pour ça qu'on a la bonne approche. C'est que on va pas prendre des citations de Charlie Munger et se dire oh, qu'est-ce que c'est génial. Non, et puis en plus c'est pas comme ça qu'on rend hommage à quelqu'un. On rend hommage à quelqu'un en essayant de le rendre vivant, et on rend vivant en discutant, en interprétant, en essayant de voir si ça correspond à notre vécu. Et là ça devient chouette. Et donc je termine en prenant le contre-pied pour la dernière fois d'une des idées de Charlie Munger. Donc en gros, il dit pour devenir plus wise, il faut briser nos croyances les plus chères. Je vois le délire, tu vois. Je vois le délire. On peut effectivement avancer dans la vie et s'équiper de plus en plus de croyances qui sont boiteuses et avoir un effet cumulé avec les mauvaises décisions qu'on prend en raison de ces croyances. Moi, j'aurais quand même tendance à faire un plaidoyer pour se connaître mieux, pour s'aimer mieux et se dire que on accomplit quand même beaucoup plus de choses si on a une confiance absolument inébranlable en nous. Moi, j'ai quand même tendance à partir du principe que le monde est un foutoir. Voilà, c'est beaucoup trop compliqué. Tu sais pas de quoi demain sera fait. C'est le chaos. Tu peux rien faire. Tu peux pas prédire. Donc, en fait, la chose la plus importante sur laquelle tu dois parier, c'est toi. Voilà. Moi, je suis le capitaine du bateau. Sur le chemin, il y aura constamment des gens qui sont en train de me faire douter pour dire oui, mais regarde, si tu avais fait plus attention à ci ou à ça, tu n'aurais pas fait telle erreur, etc. Voilà. Ce bris-là, je le vire parce que je sais que sur le long terme, ce qui produit des effets cumulés, c'est d'agir. Il faut agir régulièrement, agir, encore agir, construire. Et ouais, bien sûr, de temps en temps, on va construire des trucs qui vont être un peu plus friables. Il y a certains trucs qu'on va construire sur le chemin qui vont s'effriter, mais à terme, il faut construire. Et donc, il faut pas être paralysé par le doute. Il faut pas être paralysé par toujours cette petite voix qui nous fait dire oui, peut-être qu'on va pas dans la bonne direction, etc. Et surtout nous, les Européens, on est tellement là-dedans.
On est tellement là-dedans. On est peut-être aujourd'hui une des civilisations on est civilisation très très vieille. Donc on est pétri de doutes, on est pétri de mauvaise conscience, et donc ça veut dire qu'on est en train de se faire larguer. On est en train de se faire larguer parce qu'on passe trop de temps à questionner chacune de nos pensées, à questionner chacun de nos comportements, à questionner chacune de nos décisions, en nous disant ouais, peut-être qu'on n'est pas dans le vrai, peut-être que c'est pas éthique, peut-être que c'est pas moral, etc. Le fait est que quand on est sûr de soi, on avance plus vite et on va plus loin. Donc très bien d'avoir un petit peu d'esprit critique, mais s'appliquer une critique systématique à soi-même, bah ça fait qu'on passe trop de temps recroquevillé et fragile. Parfait, rien à dire de mon côté là-dessus. Est-ce que tu veux qu'on passe à la section valeurs? Ouais, Vas-y. moi j'ai un truc. J'ai un truc. Bah je sais pas si tu l'as vu, mais il y a un film qui est sorti sur l'affaire GameStop. Le film s'appelle Mhm. Dumb Money, et j'y suis allé avec ma femme. Et j'ai juste eu à lui raconter pendant le voyage que c'était possible de gagner de l'argent à la fois en possédant les actions ou à la fois en pariant contre les actions. Et juste avec ça, on peut comprendre le film et passer un super moment. Et c'est génial en fait cette affaire. Il y a tellement de dimensions. Donc pour vous rappeler, ça part d'un streamer dont le pseudo est quelque chose comme Roaring Kitty, qui fait une vidéo pour expliquer, moi je pense que le marché massacre trop GameStop. Je pense que le passage vers la digitalisation ne va pas aussi vite que ce qui a été prévu, donc je vois de la valeur dans cette action, et donc il a fait pas mal de streams où il rentre vraiment dans le détail. Enfin, c'est vraiment deep value. C'est vraiment deep value. Je pense que c'est pas une boîte géniale, mais il y a quand même un écart entre. Et après, ça s'est changé en une espèce de clash entre le forum Wall Street Bet de Reddit, qui est génial, et des gros fonds de management, enfin des gros fonds d'investissement qui avaient des positions short sur GameStop. Et l'ampleur que ça a pris, c'est génial. Et ce que je savais pas, c'est qu'il y a un moment où il y a eu une véritable pression, où d'une part le forum Wall Street Bet a été fermé. Il a été fermé, donc les gens pouvaient plus se motiver les uns les autres en mode on garde l'action, on va faire un short squeeze, etc. Et l'autre chose, c'est que Robinhood a bloqué la possibilité d'acheter l'action. Donc ça veut dire qu'il y a eu une période où c'était possible de vendre du GameStop, mais c'était plus possible de l'acheter. Pourquoi ? Parce qu'on s'était retrouvé dans cette situation où il y avait des gens qui avaient des positions qui commençaient à valoir des millions. Parce que le cours de l'action s'est passé de quelque chose peut-être de 3 balles à plus de 300 balles. Enfin, c'était complètement fou. Et donc, on se retrouvait avec des gens qui avaient, je sais pas, 3 millions, 6 millions sur leur compte. Et s'ils avaient voulu cash out, Robinhood, qui était un tout petit courtier qui démarrait, aurait pas eu les liquidités nécessaires à couvrir ces transactions. Et donc, les hedge funds ont fait la pression sur Robinhood pour dire, si vous foutez pas 3 milliards sur un compte en banque pour couvrir les transactions, on ferme l'app. Et donc il y a eu toute une pression pour que Robinhood fasse capoter l'affaire, et donc c'est génial. Ça s'est fini avec une audition au Congrès. Enfin, c'était vraiment génial et épique. Donc c'est très drôle, très très grand moment. Le film, on passe aussi un bon moment en le regardant. Et du coup, je suis allé sur le forum Wall Street Bet, et qu'est-ce que c'est drôle. Qu'est-ce que c'est drôle, tu sais, sur ce forum donc de Reddit, t'as des règles du type, t'as différents types de publications que tu peux faire. Tu peux faire un YOLO, et il t'explique un YOLO, tu sais, c'est on ne vit qu'une fois. Tu fais un YOLO si c'est une position qui correspond, si tu mises plus de 15 000 balles sur des options ou plus de 30 000 euros sur des actions, sinon ça compte pas. T'as pas le droit de faire une publication YOLO. Pour ce qui est des pertes, t'as pas le droit de déclarer une perte si c'est pas plus de 50%. T'as pas le droit de déclarer un gain si c'est pas plus de 50%. Donc c'est complètement fou. Et tu te retrouves régulièrement avec des délires, quoi. Là récemment, il y a un gars qui a placé toutes les économies de sa vie, il y a 3 jours, sur Meta. Donc il avait parié à la hausse de Meta, et Meta s'est cassé la figure, et le gars il a cramé les économies de toute une vie sur un pari à la con comme ça.
Et t'as l'impression que enfin, c'est très drôle, quoi. Et le langage que les gens ont, etc., dedans, dans la manière dont ils disent, ouais, mais vraiment, t'es le mec le plus retardite que j'ai jamais vu, et encore, il y a tout le spectre de l'autisme dans ton trait, enfin, le langage qu'ils ont, c'est vraiment très drôle. Et les gars font absolument n'importe quoi, mais à un point que j'imaginais pas. Donc, j'imagine l'ambiance que ça a dû être pendant la hype autour de GameStop, mais ça m'a vraiment beaucoup fait marrer. Donc allez voir ce film, passez de temps en temps sur Wall Street Bet pour avoir des mèmes, mais surtout ne faites jamais rien qui ressemble de près ou de loin à ce que ces gens font sur le forum, parce que c'est le délire. Super, et je vois que le film est plutôt bien noté en plus, hein, donc en plus d'être dans notre domaine, je pense qu'il est bien fait. Enfin, tu le confirmes, mais donc il faut que j'aille le voir. Ouais. Ah non, allez voir ça, mais c'est tellement épique. C'est tellement épique, ce truc. Ça arrive jamais, des choses comme ça, où t'as vraiment toute une communauté de gens qui ont téléchargé Robinhood juste pour acheter du GameStop. Et après GameStop et après Robinhood a trahi tout le monde en cédant aux pressions des fonds d'investissement. Et le délire, c'est que quand Robinhood a été introduit en bourse, il s'est fait massacrer à cause de ça, parce qu'il avait perdu toute crédibilité. Et il y a un passage, enfin, t'iras voir le film et tu m'expliqueras ce que c'est que, donc tu vois, t'as un premier fonds qui s'est complètement cramé en étant short sur GameStop, et il appelle deux autres hedge funds, et les deux autres hedge funds viennent à son secours avec plaisir. Tu vois la scène où ils lui disent, ouais, pas de problème, je te file les milliards, etc. Après, ils raccrochent le téléphone, ils disent, mais putain, mais quel pauvre blaireau. Pourquoi les mecs font ça ? Pourquoi est-ce que les mecs viennent au secours et mettent leur thune pour le protéger du short, à ton avis ? Je pense qu'ils l'ont racheté. Parce qu'ils se posent même pas la question, mais je ils sont pense même qu'ils l'ont contents de racheté le bien faire. moins cher. Je pense qu'ils ont dû racheter ses positions à un discount, si tu veux. Je pense que quand le fonds vaut 100, ils rentrent à 80. Je pense que c'est... Enfin, ils achètent à 80, mais oui, je me souviens de ce fonds qui s'est fait refinancer, et c'est des gros qui sont arrivés pour le racheter, c'est des hedge funds connus. Mais écoute, je sais pas trop, j'irai voir. Le mec a perdu 5 milliards dans son short, Ouais. donc c'est quand même pas mal, hein, parce que c'était pas un gros fonds, donc c'est... Mais l'histoire est géniale, donc tu iras voir, tu me feras un retour, parce que non, c'était vraiment très Après, fun. sur cette... c'est Melvin Capital, hein, c'est ça qui a perdu. Ouais. Beaucoup de gens, quand il y a c'est ce qu'on appelle les pump and dump, hein, donc il y a quelqu'un qui fait mousser, qui prend des positions, qui fait mousser, et puis tout le monde rentre, et puis ceux qui rentrent en dernier rentrent très très cher, et puis ça s'effondre derrière. Ils voient pas le problème avec les pump and dump en général. Ils disent mais c'est des gens qui s'amusent, etc. Mais le schéma classique, c'est quand même que à un moment il y a une volonté. Il y a une volonté et pas forcément du blogueur dont tu parles, parce qu'à l'époque où je m'étais renseigné, j'avais vu comme toi que le gars avait fait des vraies analyses, et depuis très longtemps. C'est quand personne parlait de GameStop, il était déjà investi, il faisait ses analyses, etc. Donc c'est pas forcément lui, mais il y a d'autres personnes qui sont arrivées derrière et qui ont vraiment eu la volonté de faire du pump and dump. Et ce qui se passe, c'est que tu as en général donc les initiateurs de ça qui prennent des grosses positions et qui gagnent beaucoup, et tu as tout le reste du monde qui perd énormément. Et c'est Robinhood, on peut les critiquer, ils n'auraient jamais dû faire ça, mais je pense qu'il y a aussi une certaine volonté de ne pas se retrouver avec des plaintes de clients, parce que les Robinhood, ils ont plein de traders cow-boys qui ont perdu de l'argent et qui leur font des lawsuits, hein, qui les amènent en justice. Donc, je sais pas, c'est une espèce de panique, je pense, parce qu'en plus, ils proposent de l'effet de levier, Robinhood. Donc, ils se sont mis tout seuls dans une situation compliquée. Mais là-dessus, tu vois, tout à fait d'accord. Moi, je me souviens que sur mon courtier de Giro, pendant cette crise, l'action GameStop a cessé d'être négociable. Mais donc ça, tu comprends, tu vois, c'est l'idée, il y a trop de volatilité, vous allez cramer votre fric, faites pas ça. Là, le point, c'est qu'ils ont enlevé le bouton achat. Ils ont pas enlevé le bouton vente. Donc tu vois, pour le coup, c'était mais vraiment... je trouve ça dur d'empêcher la vente. Là, tu peux ruiner des gens. Tu ruines moins les gens, je trouve, en laissant le bouton, enfin en enlevant l'achat, mais quand même quelqu'un qui a 10 000, parce que là ils auraient eu des plaintes, hein. T'imagines quelqu'un qui a mis 100 000 balles, ça se retrouve à 1 million et ils empêchent de vendre, c'est chaud quand même. Ça me paraît bizarre de bloquer la vente. Ok, je comprends, d'accord. Ouais, je vois. Et sinon, pour la position que le mec avait pris,
Parce que pour le coup, c'est complètement délirant la position qu'il a prise. Donc non seulement, tu vois, il avait genre 80 000 balles et il a mis 50 000 balles pour acheter des actions GameStop et il a acheté 500 calls avec un prix d'exercice de 12. Ouais. Donc tu vois le délire. Et donc ça veut dire que quand le truc a commencé à complètement s'enflammer, donc quand ça a atteint 300 balles, il a acheté du GameStop à 12. Donc tu vois, c'était complètement fou son trade. C'est très drôle. Et lui, pour le coup, il s'est fait 32 millions Ouais, c'est dingue. dans l'histoire. Dingue. Et ce qui est bien aussi dans ce film, c'est qu'il montre aussi ça. Tu vois, il montre que t'as une espèce de culte de gens qui sont en mode ouais, on lâche rien, Diamond Heads, etc. Et t'en as certains pour lesquels ça marche, et t'en as d'autres qui se retrouvent ruinés, qui mettent pas qui sortent pas au bon moment, et donc t'as des gens qui étaient par exemple infirmières et qui à un moment avaient 300 000 sur leur compte en banque, ce qui aurait pu changer leur vie. Et puis l'affaire se termine et puis ils se retrouvent à moins 1000 $ ou trucs comme ça. Donc il y a des gens qui se sont fait avoir. Et le gars, effectivement, je pense qu'il y a un moment où il s'est dit à partir de maintenant, je me fais un billet. À partir de maintenant, je me fais mon billet. Et après, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Donc il est parti avec l'argent. Mais enfin, tu vois, à la base, c'était son trade. Donc tu comprends qu'il est au bout d'un moment se dise, je suis quand même passé de 80 000 à 32 millions. Je vais quand même prendre les bénéfices. Et surtout que je trouve ça, à choisir, je trouve ça moins embêtant que ce soit lui qui était sur l'action bien avant tout le monde, etc. Je trouve ça moins embêtant que ce soit lui qui parte avec l'argent. Mais vu que l'argent ne vient pas de l'entreprise, c'est pas GameStop qui a amélioré ses bénéfices, il y a un côté un peu jeu à somme nulle. Donc effectivement, comme tu dis, les 32 millions, ils viennent de beaucoup de poches de gens qui sont arrivés après à coup de 1000 ou 2000 $, quoi. C'est fou. De mon côté, si je raisonne à un truc qui m'a fait très plaisir et qui m'a apporté beaucoup de valeur, c'est la masterclass que j'ai organisée récemment. Pour une raison simple, c'est que ça fait, je réfléchis, 4 ans que j'ai démarré la création de contenu, quelque chose comme ça. Et je sais pas, 400, 500 vidéos. Tu vois, même sur ce podcast-là, on est à plus de 50 épisodes, on doit être à pas loin de 60 épisodes. Et c'est bien, mais il y a un côté sens unique. Tu vois, et encore, nous, on est tous les deux, on discute. Donc déjà, le podcast, c'est un peu différent. Et ce côté sens unique, en fait, j'ai réalisé en faisant la masterclass à quel point ça me pesait. Tu sais, ce côté où tu dois deviner quelle est ton audience avec 3 statistiques YouTube et des commentaires. Et là, j'ai eu 15 personnes. Déjà beaucoup qui m'ont dit en fait on est là, c'est surtout pour te dire merci. Tu vois, quand j'ai dit qu'est-ce que vous attendez de la journée, etc., c'était pour te rencontrer, pour dire merci. Bon, après ils avaient d'autres attentes que ça évidemment. Et puis de mettre enfin des visages, pouvoir discuter, pouvoir aller boire un verre avec les gens, etc. Et ça m'a énormément rassuré entre guillemets. Je me suis dit ok, il y a un peu tous les âges, il y a un peu tous les parcours, mais on a un point commun quoi. Il y avait un peu toutes les professions, mais globalement tu as un point commun. Et c'est pas que juste aimer l'investissement, c'est un peu plus que ça. Tu vois, c'est parce que l'investissement, ça veut dire que c'est des gens qui ont essayé d'avoir des bons revenus pour pouvoir épargner, pour pouvoir investir, qui se bougent, qui sont pas juste là à aller chez leur banquier placer leur épargne, ni même des ETF, qui veulent aller plus loin. Tu vois, quand un truc à se dire, moi je veux aller plus loin, je veux comprendre, je veux fouiller, c'est aussi un aspect intellectuel, etc. Et je me suis dit, c'était un peu en fait le chaînon manquant à la création de contenu. Pour dire, ok, là, j'ai un peu une boucle qui se ferme, où ça me renvoie aussi beaucoup de... Tu vois, c'est bête, mais c'était pas pour ça, mais j'ai beaucoup de remerciements de voir ce que j'ai apporté. Il y a des gens qui me disent, tu m'as fait épargner ou gagner beaucoup d'argent parce que j'ai pas fait de bêtises, etc. Et en fait, j'ai pris beaucoup plus de plaisir que je pensais à rencontrer les gens, à avoir aussi des inputs qui sont différents. Tu vois, il y avait une des personnes qui bossait dans une boîte cotée, on a pu étudier la boîte, etc. Et c'est drôle de dire, on passait les slides sur la société, etc. Puis il dit, c'est drôle que tu dises ça parce qu'effectivement, on va passer du segment premium au segment value et puis on va ouvrir un nouveau produit. Donc, et tu vois, on essaie de deviner la stratégie de la boîte et tu as quelqu'un en plus qui était dans le comité exécutif de la boîte en France. Tu vois, là, c'était une boîte suisse et qui te dit, ouais, ça c'est vrai. Là, non, pas vraiment parce que... Et bon, top. Et donc, je suis à peine rentré, j'ai booké une salle et je fais la prochaine à Paris, tu vois, bientôt. Et je me suis dit, ouais, je vais intégrer dans ma routine ce système-là.
Et toi, je sais que tu fais ça depuis longtemps, hein, de faire du présentiel, etc. Et je comprends, ça apporte un plus. Et on est des êtres sociaux et on a besoin d'échanger. Et j'ai réalisé à quel point ça me manquait en fait d'échanger et pas juste de faire du one way, tu vois, juste dans un sens. C'est autant pour le prof que pour... C'est pas une notion de prof-élève, mais celui qui veut partager et celui qui veut approfondir, il faut un échange. C'est pas juste dans un sens, quoi. Donc, voilà, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment super. Très bonne expérience. Et tu m'avais incité à le faire quand j'avais émis l'idée et je comprends pourquoi. C'est vraiment, vraiment super. Ah, c'est chouette, je suis content. Je suis content que tu aies fait ça et évidemment, ça va devenir récurrent et tout le monde là qui écoutait, allez au séminaire de Xavier parce que vu la demande qu'il va avoir, les prix vont exploser. Donc loupez pas celui de Paris, hein, sinon ça va être trop compliqué. Raconte-nous un des ateliers là que les gens puissent avoir une idée de comment ça se passe. En fait, j'essaie de démarrer par très peu. Alors, je vous dis, je pense que ce sera vendu, c'est pas pour... mais je pense qu'il y aura plus de place au moment où l'épisode sera diffusé, mais c'est pas grave, mettez-vous en liste d'attente parce que j'en referai d'autres. En fait, la manière dont j'ai fait, c'est que moi, j'ai déjà beaucoup de matière, en fait. Donc, je voulais pas, malgré tout, je voulais limiter la théorie. Bon, déjà, je démarre par l'allocation d'actifs parce qu'on va parler stock picking dans la journée. Et donc, je rappelle quand même que le stock picking, statistiquement, c'est pas toujours la folie, mais pour autant, c'est pas parce que c'est comme de dire à un jeune joueur de tennis qu'il y en a très peu qui sont professionnels. C'est pas, si tu as un bon joueur de tennis, un gamin, tu vas pas lui dire écoute, arrête, il y a 1% de professionnels. Et encore, c'est moins que ça. Tu vois, donc là, s'il y a même 10% des gens qui battent le marché, quelqu'un qui est bon, qui s'intéresse, etc., tu peux pas juste lui dire écoute, n'essaye pas de battre le marché, de toute façon, il n'y a que 10% qui le font. Ça, c'est un point qui est souvent oublié. Hein. Dans beaucoup de domaines, si tu mets des statistiques de ce type-là, voilà. Et sans parler du bienfait de faire du stock picking quand tu as une crise qui arrive, quand il faut profiter d'opportunités. Bon. Donc, on démarre un peu là-dessus. On démarre sur l'allocation d'actifs. Et après, en fait, je me base beaucoup sur ma checklist qui est hyper complète. Donc, en fait, j'explique deux choses. J'explique déjà comment je fais une analyse en 15 minutes. Donc, c'est quasi montre en main, 15 minutes. Je passe toute la boîte en revue. Et avec ça, je sais dire oui, non. Et là, on en revient dans le invert, always invert de Charlie Munger. Avec ça, je peux dire 95% des fois, c'est pas intéressant d'aller plus loin. Donc ça, c'est mon analyse 15 minutes. Donc j'ai ma checklist, puis j'ai mis les points. Voilà ce que je fais en 15 minutes. Ou ce qu'on fait, hein, c'est pas compliqué. Et après, j'ai l'analyse 2 heures, qui est l'analyse où, normalement, je peux commencer à mettre un ticket. L'analyse de 2 heures, c'est tous les points qui demandent un peu plus de temps, qui demandent de jeter un coup d'œil au rapport annuel, etc., à mieux comprendre le business de la boîte, etc. Et puis après, on prend quelques boîtes et on fait des analyses 15 minutes. Des gens, en général, je leur demande s'il y a une boîte qui les intéresse avant, hein, comme ça j'ai un peu une liste de sociétés. Et après, on regarde un peu plus précisément comment avoir une vision complète de toute la boîte. Et puis, je parle de quand vendre, parce que ça, c'est la grosse question ensuite. Et puis, comment faire un portefeuille. Donc, je donne mon exemple. Je dis, déjà, je montre mon portefeuille. Je ne mets pas les montants, mais je mets la liste des sociétés. Parce que c'est le but aussi il y a des choses que je ne me sens pas de faire sur une vidéo vue 20 000 fois, mais en petit comité, ça ne me dérange pas du tout. Donc, je dis combien je mets par mois. J'explique comment je fais, comment je rentre, comment je sors. Un peu les derniers trucs que j'ai faits. Enfin, voilà. C'est pas le but de parler de moi, mais je veux qu'ils aient un exemple, en fait. Tu vois, et ma checklist, c'est pas forcément la meilleure. En tout cas, elle est très complète. Donc, l'avantage, c'est que je leur dis rétrécissez-la pour qu'elle vous corresponde. Tout le monde n'a pas le temps que j'ai pour faire une analyse. Et le but, c'est qu'ils arrivent à 5, 6, 7 critères qui leur correspondent. Et avec ça, déjà, s'ils appliquent ça, ne serait-ce que mon analyse 15 minutes, ils vont faire une meilleure analyse que 95% des gens. J'en suis persuadé. Parce que ça va, tu vois, il y a un côté 360, etc. Et j'ai voulu vraiment le côté pratique de dire, voilà, je pars de ça, je passe 15 minutes, oui, non. Si c'est oui, après, je regarde ces documents-là. Et s'il y a ça qui sont validés, alors je mets une première somme. Si je continue à bien aimer, j'en mets une deuxième, une troisième, et je monte comme ça graduellement. Voilà, donc c'est un peu le but de la... Et c'est dur de répondre aux questions de tout le monde. J'ai fait l'erreur, enfin pas l'erreur, mais de demander les questions aux gens. Et comme j'ai eu 5 questions par 15 personnes, j'avais une liste qui était infaisable. Voilà, mais au moins... donc le focus maintenant pour moi, il est clair, c'est analyse de société, analyse financière et comment gérer le portefeuille après, quoi.
Super. Bon, ça va être bien. C'est le début d'une longue série et c'est top que tu sois passé à l'action. Ça va aider beaucoup de monde en plus. C'est ça l'intérêt. Très bien. Bien, vous avez écouté un nouvel épisode du podcast Chercheurs de valeur. On espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, vous aimez, vous partagez, vous nous mettez des étoiles sur Apple Podcast, sur votre appli préférée pour nous permettre de grandir. Et on vous retrouve très vite pour un prochain épisode. Ciao tout le monde Salut et au revoir Victor, salut à Xavier. tous.